Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je voulais vous offrir une formation gratuite sur la sous-location. Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à la sous-location immobilière, c'est un business très rentable. C'est parfois un business où il y a beaucoup de questions. Ouais, est-ce que j'ai besoin d'être expert en immobilier? Est-ce que j'ai besoin d'avoir des connaissances? Bon, déjà, pour répondre à toutes ces questions, non. Tu peux te lancer dans la sous-location sans rien y connaître à l'immobilier. Tu peux te lancer dans la sous-location aussi sans avoir fait d'études liées à l'immobilier. On n'a pas besoin de tout ça. On a juste besoin de créer une entreprise et d'autres étapes qu'on va pouvoir aborder dans cette vidéo. Bref, cette formation, je l'ai faite pour que tu puisses te lancer dans la sous-location. Tu n'as plus d'excuses. Tu ne peux pas dire « ouais, j'ai pas le budget pour me lancer dans la sous-location. Ouais, je ne sais pas comment faire ». Tu vas tout apprendre dans cette vidéo. Donc, si tu aimes bien la vidéo à la fin, tu mets un j'aime, tu t'abonnes, bref, tu fais ce que tu veux, je m'en fiche. Mais reste jusqu'à la fin parce que je vais donner beaucoup d'astuces et surtout, le gros plus de cette vidéo, c'est que je vais pouvoir donner des tips de l'algorithme Airbnb que tu ne retrouveras dans aucune autre vidéo. Ce que je vais dire dans cette vidéo concernant l'algorithme Airbnb, tu ne le retrouveras nulle part. Donc on attaque. Pour se lancer dans la sous-location, étape 1, tu vas créer une société. Je ne vais pas m'attarder 100 ans sur le sujet. Créer une société aujourd'hui, c'est très facile. Il suffit soit de le faire avec un site comme Legal Place ou Legal Start. C'est des plateformes qui te permettent de créer une société très facilement, très rapidement. Bref, Legal Place, Legal Start, c'est facile, ça coûte pas cher. Juste, ils te demandent des documents, tu envoies les documents. L'inconvénient avec ce genre de plateforme, c'est que les délais ils sont super longs. Après, tu peux aussi aller voir un expert comptable. L'expert comptable, il peut créer ta société. Donc, pour créer une société, il y a un document qu'on appelle des projets de statut. Okay, les projets de statut, c'est juste un document qui va dire, voilà, la société, ceci, cela, voilà son activité, voilà son siège social, qui est le président, combien il y a de capital social, bref. Il n'y a pas besoin de s'attarder 100 ans sur ce sujet. Tu crées une société, la sous-location, tu peux le faire en SAS, SARL, SA, ce que tu veux. Tous les statuts fonctionnent pour la sous-location. Maintenant, quand tu n'as pas un gros budget, tu as un petit budget, on va dire moins de 1500 €, parce que moi je dis toujours que pour se lancer dans la sous-location, il faut avoir minimum 1500 € de budget. Donc on va dire que tu as moins de 1500 €, tu as envie de te lancer, tu es motivé, mais tu n'as pas beaucoup de budget. Bah lance-toi en micro. La micro, c'est pas très intéressant fiscalement parlant, mais au moins la micro, c'est gratuit, tu peux le faire rapidement. Si tu as un petit budget, mais que tu es vraiment motivé, lance-toi en micro, c'est pas grave. Bref, tu crées une société, tu te débrouilles. Là, ce n'est pas une formation sur la création d'entreprise, ça va être une formation sur la sous-location. Donc, on va venir tout de suite attaquer le sujet le plus intéressant. Une fois que ta société elle est créée, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle une étude de marché. En réalité, ce n'est pas vraiment une étude de marché. On le catégorise comme étant une étude de marché, mais une vraie étude de marché, ça prend des heures et des dizaines d'heures. Là, moi, ce que je vais te demander de faire, ça va être tout simplement d'aller sur Le Bon Coin. T'es français? Va sur Le Bon Coin. Tout le monde connaît Le Bon Coin. Donc, tu vas sur Le Bon Coin, tu mets catégorie, location d'appartement, tu te fais passer pour un locataire normal, tout simplement. Donc, tu viens, tu prends des appartements, tu sélectionnes des appartements qui sont dans ton budget. On va dire que tu as 1500 € de budget. J'ai dit que c'était le minimum pour moi. Ok? Tu as 1500 € de budget. Ok. Prends un appartement dans les 500, entre 500 et 600 € de loyer par mois. L'appartement, il faut qu'il soit refait à neuf. Ou qu'il soit neuf, ou alors qu'il soit ancien, mais avec du cachet. Comme par exemple des moulures au plafond, des moulures sur les murs, des trucs à l'ancienne, tu vois. Ou par exemple un parquet ancien. Ça, c'est des choses qui donnent du plus dans la location. C'est des choses qui vont donner une plus-value à ton appartement. Ok? Bref, tous les appartements bidons, style HLM, style lino au sol, peinture bizarre, vert, orange, je sais pas quoi, t'oublies, d'accord? Ça, tu te le sors de la tête. Les salles de bain en carrelage blanc, les petits carrés, oublie. Tous les trucs comme ça, bref, t'as compris c'était quoi. Juste après, je vais faire une petite simulation pour te montrer quel genre d'appartement je prends en sous-location pour que tu puisses mettre une image sur tout ça. Mais bref, tout ça pour te dire, tu prends un appartement, tu as 1500 € de budget, tu prends un appartement entre 500 et 600 €. Pourquoi? Parce que le loyer, tu peux le négocier. J'ai négocié 100% de mes appartements, le loyer, tu peux le négocier. C'est même pas discutable, le loyer, il se négocie. Donc on va dire, tu prends un appartement à 500-600 €. Ok? L'appartement, il te plaît, il convient, il y a tout qui va. L'appartement, il te plaît, l'appartement, tu vois qu'il est dans un bon secteur. Moi, je vais toujours vous recommander de sectoriser au centre-ville. D'accord? On va toujours essayer de chercher le centre-ville, l'hypercentre, parce qu'en fait, il n'y a même pas de question à se poser. Dans toutes les villes, l'hypercentre, ça fonctionne. Ouais, mais là, tu es en train de te dire, ouais, mais attends, moi, dans ma ville, il n'y a pas d'hypercentre, ou alors l'hypercentre, c'est une petite ville, etc. Je vais répondre à tes questions tout de suite. Si tu veux faire de la sous-location dans une ville de moins de 50 000 habitants, c'est compliqué. Envoie-moi un message en fonction de la ville. Si elle a un gros potentiel, je pourrais te dire. Mais
Si tu es dans une ville de moins de 50 000 habitants, ça me semble compliqué. Mais par contre, il y a des villes de moins de 50 000 habitants qui sont hyper rentables. Par exemple, tu as des villes où il y a les pèlerins qui passent. Tu vois, donc là, il y a vraiment beaucoup de passages. Tu as des villes où il y a, je ne sais pas, un attrait touristique très fort. Ou alors, tu as des villes de moins de 50 000 habitants où il y a un pôle professionnel, par exemple une usine ou un truc où il y a des voyageurs professionnels qui viennent très très souvent et qui ont besoin d'Airbnb. Eux, ce genre de ville, là c'est intéressant. Mais sinon, si tu es dans une ville normale qui a moins de 50 000 habitants, qui n'a pas plus que ça d'attrait ni touristique ni professionnel, ça me semble un petit peu compliqué. Ok. Une fois que tu as choisi ta ville, on va dire que tu es dans une ville un petit peu petite, une petite ville pas très intéressante. C'est pas grave. Tu peux quand même te lancer dans la sous-location. Un secteur de 1 heure autour de chez toi, tu prends la ville la plus intéressante. S'il y a une ville avec plus de 200 000 habitants, c'est incroyable. C'est simple, toutes les villes de plus de 200 000 habitants en sous-location, je ne me pose même pas la question. Même plus de 150 000 habitants, je ne me pose même pas la question, je sais que ça cartonne tout de suite. Si ta ville elle est entre 50 000 et 150 000 habitants, c'est très bien, c'est très très bien. Entre moins de 50, donc on récapitule, moins de 50 000 à voir, 50 000 à 100 000, 50 000 à 150 000, c'est très très bien. 150 000 à 200 000, c'est super. Plus de 200 000, c'est incroyable. Ok. Hypercentre. Ou alors, si par exemple tu es au bord de la mer, eh ben, ça va peut-être pas être le centre-ville, tu vas aller t'orienter, ça va peut-être être plutôt vers le bord de mer. En Ile-de-France, par exemple, la question de l'hypercentre ou centre-ville ne se pose pas, puisque n'importe où en Ile-de-France, ça va cartonner. Si tu es dans une ville comme par exemple Bordeaux, eh ben, oui, effectivement, il y a l'hypercentre qui fonctionne super bien, mais tu as d'autres villes comme Senon, Lormont, Mérignac et tout, c'est des villes qui fonctionnent aussi super bien, tu vois. Bref, tout ça pour dire, tu choisis ton endroit. Ok. Une fois que tu as choisi ton endroit, je t'ai donné 2-3 petites astuces pour choisir l'endroit. Une fois que ton endroit il est choisi, tu as choisi la ville. Maintenant, il faut choisir le quartier dans la ville. Bref, tu fais ta petite étude de marché. Une fois que tu as fait ton étude de marché, par rapport à la localisation, maintenant tu vas choisir la typologie d'appartement. Une fois que tu es à cette étape-là, tu choisis les appartements qui sont dans ton budget. Ok, tu as une petite sélection de 10 appartements, on va dire. Ok. Sur ces 10 appartements-là, tu vas regarder, ok, là, cet appartement-là, il est à 500 euros par mois. Je vais regarder ensuite sur Airbnb combien cet appartement-là, ce genre d'appartement-là, se loue. Tout simplement, je vais aller regarder sur Airbnb, est-ce que cet appartement-là, il se loue en moyenne aux alentours de 50 euros la nuit, ou est-ce que ce genre d'appartement, il se loue plutôt autour de 70 euros la nuit. À partir du moment où l'appartement, il peut être remboursé, entre guillemets, en moins de 10 nuits, c'est que c'est rentable. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne, selon ma méthode. Si l'appartement, en 10 nuits, tu as payé le loyer, c'est qu'il est rentable. Maintenant, tu as des personnes en sous-location qui se disent « Ouais, non, moi, je ne vais pas prendre de risque. L'appartement, je vais faire en sorte qu'il puisse être payé en 15 nuits. » Ok, tu seras rentable aussi, mais tu seras quand même beaucoup moins rentable. Moi, personnellement, aujourd'hui, je ne prends aucun appartement qui est payé en moins de 8 nuits, c'est mon maximum. Ça veut dire l'appartement, s'il est à 500 euros par mois, et ben en moins de 8 nuits, il faut qu'il m'ait rapporté 500 euros. Comme ça, après, il me reste au minimum 22 nuits de bénéfices. Mais si tu es à 10 nuits, ça passe. Donc ensuite, tu fais ta petite étude de marché, tu regardes sur Airbnb, ok, à côté de l'appartement que j'ai vu sur Le Bon Coin, j'ai vu que sur Airbnb, il y en avait un dans la même rue, à peu près similaire. Cet appartement-là, ok, bah, il tourne à peu près 60, 70, 80, 90% de taux de remplissage. Le taux de remplissage, en fait, c'est juste de savoir combien de nuits sont pleines dans le mois. Si par exemple, tu as 15 nuits de pleines, donc tu as 15 nuits de louer sur Airbnb sur 30, bah, tu es à 50% de taux de remplissage. Voilà, c'est juste ça. Donc tu regardes à peu près le taux de remplissage des appartements qui sont dans ce secteur. Ok. Une fois que tu as fait ça, tu regardes le prix de l'appartement sur Airbnb. Bref, tu fais ton petite étude de marché comme ça sur Airbnb, tu regardes le prix de l'appartement, tu regardes son taux de remplissage, tu regardes quel type d'annonce il y a, parce que par exemple, des fois, tu vas avoir des annonces qui sont vraiment banales. Nous, ce qu'on va aller chercher dans cette formation, ce que je vais vous apprendre à faire, ça va être d'être les meilleurs. Je veux que vous soyez les meilleurs. À la fin, l'objectif, c'est que si tu te lances, eh ben, l'appartement que tu vas avoir dans ton secteur, ça sera le meilleur sur les 5 km alentours. Ça, c'est l'objectif. Ok. Donc tu regardes, est-ce que l'appartement, c'est des photos professionnelles qui sont faites avec un photographe ou est-ce que c'est des photos bas de gamme prises avec le téléphone en mode portrait. Bref, tu regardes un petit peu le type d'annonce qu'il y a et comme ça va te permettre de savoir la concurrence et ça va te permettre de savoir aussi comment le tien va se louer. Je te donne un exemple tout simple. Tu trouves un appartement qui est à 50 euros la nuit.
ok? C'est le même appartement que celui que tu avais trouvé sur Le Bon Coin. Toi, sur Le Bon Coin, il était à 500 € la nuit. Sauf que, tu regardes, tu vois le mec, ok, il est à 50 € la nuit. Je vois que, par exemple, sur le mois prochain, il a déjà 15 nuits de prise. Il a déjà 15 nuits qui sont bloquées. Donc, ça veut dire qu'il est minimum à 50% de ton remplissage, puisque c'est sur le mois prochain. Ok, donc ça veut dire que cet appartement-là, si par exemple, c'est des photos bidons, qu'il n'y a pas d'équipement dans l'appartement, que, bref, le logement, il ne propose pas grand-chose, et ben tu sais que toi, automatiquement, tu vas pouvoir faire mieux que lui, et donc que tu pourras mettre plus cher que lui. Donc que tu feras plus d'argent que lui. Voilà en gros comment tu vas pouvoir faire pour sélectionner l'appartement sur Le Bon Coin. Tu fais ça pour chaque appartement, et ensuite quand tu as un appartement qui te semble rentable, tu le mets en favori, tu appuies sur le petit cœur sur Le Bon Coin, tu le mets en favori, et à partir de ce moment-là, le logement, on va passer à l'étape d'après. L'étape d'après, qu'est-ce que c'est? L'étape d'après, c'est le démarchage téléphonique. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur du démarchage téléphonique, qui se disent mais moi, comment je vais faire? J'arrive pas à parler, je ne sais pas comment faire. Et je vais vous donner exactement la méthode clé pour réussir à convaincre un propriétaire, et on va le faire en simulation. Je vais vous montrer en fait comment ça se passe. Tu appelles le propriétaire et tu viens, tu lui dis « Oui, bonjour, je vous appelle par rapport à votre logement que vous avez mis sur Le Bon Coin à 600 €, le T2. Est-ce qu'il est toujours disponible ?» Stop. Là, par exemple, tu as vu comment j'ai parlé? C'est pas la même chose que de dire « Oui, bonjour, je vous appelle par rapport à votre appartement. » En fait, il faut que tu essayes de mettre une petite nuance dans la voix qui donne un côté naturel. D'accord? Il faut que le propriétaire, quand il t'entend parler, il entend un être humain et pas une société. D'accord? Tu es un être humain qui vient louer un appartement. Ensuite, on va aller chercher à créer un lien. Oui, il est toujours disponible, bien sûr. Ah, d'accord, je vous dérange pas. Potentiellement, la personne, elle est au travail, tu vois. Potentiellement, la personne, elle a un rendez-vous. Dans ce cas-là, stop, on arrête tout de suite, on reprogramme l'appel. Parce qu'il faut que la personne, elle soit concentrée, il faut que la personne, elle t'écoute et que l'objectif à la fin de l'appel, c'est qu'elle se souvienne de toi. Non, non, vous ne me dérangez pas. D'accord, bah écoutez, ça c'est la première version. Je vous dérange pas. Écoutez, là, j'ai un rendez-vous dans 10 minutes. Oui, oui, on peut en parler si vous voulez. Ah non, bah écoutez, si vous voulez, on peut se reprogrammer un rendez-vous. Dans ce cas-là, vous seriez disponible à quelle heure éventuellement aujourd'hui? Vous me dites là, votre disponibilité, et puis moi, je m'arrangerai en fonction de, vous. Tout simplement, tu reprogrammes le rendez-vous avec lui s'il n'est pas disponible, s'il n'a pas le temps, si ceci, cela. Ok. Maintenant, non, non, je ne suis pas occupé, je vous écoute. À partir de ce moment-là, lui, il va chercher à t'évaluer au téléphone, d'accord? À ta voix, à ta manière de parler, à ton assurance, à ton aisance, à ta façon de te comporter au téléphone, et il va pouvoir déterminer si oui ou non il est intéressé par ton profil. Après tout ça, il va te demander quel est ton profil. Mais parfois aussi, tu as des petites variantes où tu as le propriétaire, il cherche même pas à parler avec toi, il vient te dire oui, c'est quoi votre profil? On va y revenir juste après. Le propriétaire, il vient et te dit oui, je vous écoute. Ok. Bah écoutez, moi je suis très intéressé par votre appartement, je viens de tomber dessus. J'aimerais éventuellement qu'on puisse programmer une visite ensemble pour que je puisse le voir et voir si il me convient également. Ou alors voir s'il me plaît également, bref, un truc dans ce genre. Et en fait, ça va inverser la tendance. Alors il faut le faire de manière très subtile. ok? Parce que potentiellement, tu peux tomber sur un propriétaire qui, dans sa tête, c'est le roi du monde, il a un appartement et il se dit que c'est à toi de le supplier, de lui courir après pour avoir l'appartement. Non, l'objectif, c'est d'inverser la tendance et de faire en sorte que le logement, certes, il te plaît, mais il faut quand même que tu le vois pour voir s'il te convient et si tu serais éventuellement prêt à le louer. Le propriétaire, il faut se dire dans sa tête que lui, certes, il a un appartement, peut-être que son appartement, il se loue super bien, tu vois, peut-être que son appartement, il le met dans la journée, il a plein de demandes, ok, il a plein de demandes, mais est-ce qu'il a des bonnes demandes? Est-ce qu'il a des bons profils? Est-ce qu'il a des personnes qui lui apportent une solution à son problème? Parce qu'il a un problème en réalité. Il a un problème, le propriétaire. C'est de trouver un bon locataire. Et nous, on vient lui apporter une solution à son problème. Voilà, je voulais savoir si on pouvait éventuellement organiser une visite ensemble. À ce moment-là, il va te répondre soit oui, et il va pas parler avec toi, soit il va te dire oui, mais. Et là, il va te demander quelle est ta situation. Tu paniques pas. Ok? À partir de ce moment-là, tu restes calme, tranquille, chill. L'objectif, ça va être de dire la vérité, parce qu'il ne faut pas mentir, mais de surfer sur la vague de la vérité. Bah oui, écoutez, moi, pour tout vous dire, je souhaiterais louer votre appartement avec ma société. C'est vrai, tu vas louer l'appartement avec la société. Alors, de base, effectivement, c'est ta société qui loue l'appartement. Mais là, tu es en train de parler avec lui. Lui, derrière, il ne se dit pas, je suis au téléphone avec une société. Lui, il se dit, je suis au téléphone avec un être humain. Donc, j'aimerais louer votre appartement avec ma société.
À partir de ce moment-là, il va te répondre, ouais, comment ça? Donc je vais lui dire, voilà, moi en fait, pour tout vous dire, je loue des appartements comme le vôtre avec ma société. Les appartements qui nous plaisent, on propose une solution au propriétaire où en fait on lui loue son appartement tous les mois et tu parles de manière normale. Vraiment, oublie le côté hyper professionnel avec des mots soutenus. Non, tranquille, le propriétaire, c'est pas forcément un businessman, c'est pas forcément quelqu'un qui a envie de parler avec un professionnel en face de lui. Non, il veut juste un être humain, lui. Donc, voilà, donc nous, en fait, on loue des appartements un peu comme le vôtre, hein, avec notre société. Et en fait, l'objectif, c'est de louer votre appartement. Donc, tous les mois, effectivement, on vous paye votre loyer. Et nous, derrière, en fait, l'appartement, on va le reproposer à nos clients. J'ai pas menti. Les voyageurs, c'est mes clients. On est d'accord. Donc, j'ai pas menti. Comme je t'ai dit, je surfe sur la vague de la vérité. Le propriétaire, si tu viens et que tu lui dis tout comme ça, de bout en bout, ça va le refroidir. Pourquoi? Parce qu'il va avoir l'impression d'avoir un agent immobilier qui vient et qui lui pitch quelque chose. Alors qu'en réalité, il faut tout simplement lui expliquer le procédé de la sous-location petit à petit, petit à petit. Il te pose des questions, tu réponds, il te pose des questions, tu réponds. Mais si tu viens et que tu dis tout de suite, bonjour, voilà, je voudrais louer votre appartement pour l'exploiter en sous-location, c'est mort. Voilà pourquoi tu n'y arrives pas si tu as déjà essayé. Parce que c'est pas possible. Il entend ça, ça le braque tout de suite. Lui, il veut juste quelqu'un de normal de base. Et surtout, il faut se souvenir que l'être humain n'aime pas le changement. D'accord? Quand on a des habitudes, on aime bien préserver nos habitudes et on a vraiment du mal à changer nos habitudes de vie. Donc il va falloir l'amener à comprendre le procédé et à lui faire comprendre surtout que c'est un énorme avantage pour lui que tu veuilles louer son appartement. Donc, je souhaiterais louer votre appartement, comme j'ai dit, avec ma société pour le proposer à mes clients. Voilà, pour tout vous dire, j'ai des clients, ce sont parfois des voyageurs professionnels, parfois des voyageurs touristiques, qui viennent dans la ville de Lyon, Bordeaux, Nîmes, Marseille, ce que tu veux, bref. Et lorsqu'ils viennent, ils ont parfois besoin d'un logement. Moi, je leur propose des logements que je leur mets à disposition. Le concept est simple, je vous paye le loyer tous les mois. L'appartement, on l'entretient à nos frais. Donc là, déjà, lui, ça le rassure. Il se dit, ok, pas de dégradation, le loyer, il est payé. Elle est où l'arnaque? Tu rajoutes, tu viens remettre une couche. En plus de ça, avec le bail qu'on va vous proposer, vous aurez la possibilité de mettre un terme à notre partenariat à tout moment. Entendu? Partenariat, note-le. D'accord? Là, tu vas prendre une feuille, un stylo, tu notes le mot partenariat en gras. On n'est pas un locataire, nous sommes des partenaires. Ok? Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, le mot sous-location, tu le retires de ta bouche. Le mot Airbnb, tu le retires de ta bouche. Tu sors tous ces mots-là de ta bouche. C'est location, courte durée, exploiter l'appartement, partenariat, collaboration. C'est ce genre de mots-là que je veux que tu utilises avec le propriétaire et pas je viens faire de la sous-location, je voudrais louer votre appartement pour l'exploiter en sous-location et le mettre sur Airbnb. Ça, c'est une grosse erreur, tu l'oublies, tu le sors de ta bouche complètement. Ok? Parce que votre appartement me plaît, il semble correspondre à nos critères. On vous paye le loyer tous les mois. On vous paye le loyer tous les mois. L'appartement, on l'entretient à nos frais. Vous avez la possibilité de partir quand vous voulez. Dans le bail qu'on va vous faire signer, il y a une clause résolutoire qui stipule que si le loyer n'est pas payé le 5 du mois par exemple, chose qui n'arrive jamais, je vous rassure, mais imaginons qu'il y ait un retard ne serait-ce que d'un seul jour, et ben vous avez la possibilité de mettre un terme immédiat à la collaboration et moi je devrais quitter le logement immédiatement. Voilà, pour tout vous dire, nous on a essayé de faire en sorte que la collaboration qu'on vous propose, elle soit en grande partie avantageuse pour le propriétaire et nous derrière, voilà, on a la possibilité de pouvoir travailler avec vous et de satisfaire vos besoins. Là, le propriétaire, il va se dire, il y a une arnaque quelque part, c'est pas possible. Il va te poser des questions. Donc, tu paniques pas, ok. S'il te pose une question et que tu ne sais pas y répondre, eh ben, effectivement, tu lui dis, bah oui, bien sûr, je pourrais me renseigner par rapport à ça et vous donner une réponse par la suite. Là, j'ai pas la réponse, j'ai pas une réponse tout de suite à vous apporter par rapport à ça. Mais dans la majorité des cas, tu peux broder autour de ces questions. La majorité des questions, c'est, d'accord, mais c'est qui paye le loyer? Tu dis, bah c'est moi. Tu lui dis, c'est moi, c'est ma société qui vous paiera le loyer tous les mois. D'accord? Et s'il y a des dégradations, c'est nous qui réparons votre appartement tout de suite, monsieur. Vous savez, on a des assurances. C'est dans notre intérêt que le logement soit bien entretenu. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait par exemple un mur qui était pas très. Tu vois, par exemple, on ne sait jamais, il y a un mur, il est vert pomme. Je lui dis, voilà, j'ai vu qu'il y avait quelques petits travaux de rénovation, comme un petit coup de peinture. Et ben, avant d'entrer dans les logements, nous, on va faire un coup de peinture dans le logement. Bref, tu lui dis des choses comme ça qui vont le rassurer. Bref, il va te poser certaines questions. Ces questions-là, tu les abordes calmement. Tu brodes autour de ces questions si tu n'as pas forcément la réponse, et sinon tu réponds la vérité tout simplement. S'il te dit,
Ah, ok, mais c'est du Airbnb. Tu ne dis pas oui. Oui, Oui, l'appartement va être sur Airbnb. Mais il n'y a pas que ça. Si je veux, moi, demain, l'appartement, je ne le mets pas sur Airbnb, je le mets que sur Booking, par exemple. Airbnb, pour certains propriétaires, ça a une consonance négative. Il faut dire ce qui est. Ils ont peur de Airbnb, ils pensent que c'est les fêtes, ils pensent que c'est les dégradations, etc., etc. Il faut bien que tu retiennes quelque chose. Le propriétaire, il veut son loyer, un appartement bien entretenu. Si tu arrives à le convaincre que l'appartement, le loyer sera payé tous les mois, et qu'en plus de ça, l'appartement sera bien entretenu, que c'est dans ton avantage et que c'est aussi dans le sien, tu as tout gagné. Tu réponds à ces questions, et à la fin, soit il va te dire faut que j'y réfléchisse, soit il va te dire d'accord. Dans le cas où il te dit oui, il faut que j'y réfléchisse, que j'en discute avec ma femme, bien sûr, ok, bah écoutez, il n'y a pas de souci. Si vous voulez, on peut se reprogrammer un appel. Reprogramme l'appel, fixe-le dans ton agenda. Tu programmes un appel parce que il ne te rappellera jamais. Si tu ne programmes pas un appel ou c'est toi qui le rappelle, il va jamais te rappeler. Et dans le cas où il te dit, oui, bah écoutez, moi ça m'intéresse beaucoup ce que vous avez l'air de proposer, tu dis, bah écoutez, moi ce qu'on peut faire, c'est que je peux préparer le bail directement, je vous fais un bail vierge pour que je puisse venir vous le présenter le jour de la visite. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, tu as tout gagné. Ça, c'est dans l'éventualité où ça se passe de manière normale. D'accord? Pour certaines personnes qui regardent cette formation, vous êtes en train de vous dire je comprends mieux pourquoi est-ce que j'y arrivais pas. Parce que la plupart des personnes, elles viennent, elles se lancent en disant oui, bonjour, je souhaiterais exploiter votre appartement sur le. Ça marche pas. Ensuite, il y a une autre manière. Si le propriétaire n'a pas mis son numéro sur le bon coin, tu vas lui envoyer un message, tu vas lui dire tout simplement bonjour, je suis intéressé par votre logement, pouvez-vous me rappeler au 07 69 patati patata. À partir de ce moment-là, soit il va te répondre en te disant bonjour, pouvez-vous me donner un peu plus de détails concernant votre situation s'il vous plaît. Là, c'est un peu plus compliqué parce que du coup, là, il faut pouvoir parler avec lui par message. Et lui, il ne s'attend pas à ce que tu lui expliques tout le concept de la sous-location par message. Et d'ailleurs, je ne veux pas que tu le fasses. Je veux que tu lui dises tout simplement, bien sûr, avec plaisir, je vous ai donné justement mon numéro par rapport à ça, je souhaiterais louer votre appartement avec ma société. Simple. Soit il insiste vraiment et il te dit comment ça, nanani, nanana, il te pose des questions par message. Tu réponds à ces questions, mais tu essayes quand même de le rediriger vers un appel. Soit l'appel il est vraiment pas possible et tu te débrouilles par message et au pire des cas, bah, c'est pas grave, il y en aura un qui réussira pas. Maintenant, autre possibilité, tu lui envoies bonjour, je suis intéressé par votre logement, pouvez-vous me rappeler au patati patata. Et là, il te rappelle. Il te rappelle, sauf qu'il ne te rappelle pas tout de suite. Il te rappelle le lendemain, à 14 heures. Et toi, tu es en voiture, en train de conduire pour emmener tes enfants à l'école. Donc à ce moment-là, toi, tu viens, tu dis oui, bonjour. Oui, vous m'avez envoyé un message sur le Bon Coin vous m'avez envoyé un message sur le Bon Coin pour un appartement que je mets en location à 700 € par mois. Oui, oui, je me souviens. Toi, tu te souviens pas parce que tu en as envoyé 15 000, mais oui, oui, je me souviens. C'est l'appartement à 700 € par mois, oui. Écoutez, là, j'ai un rendez-vous professionnel dans 5 minutes. Peut-être que tu es en train d'aller déposer tes enfants à l'école, tu vas à la salle de sport. Peu importe ce que tu es en train de faire. J'ai un rendez-vous professionnel dans 5 minutes. Ou alors, j'ai une réunion dans 5 minutes. Ça passe encore mieux, la réunion. J'ai une réunion dans 5 minutes. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse programmer ensemble un horaire qui nous conviendrait à tous les deux. Vous seriez disponible éventuellement aujourd'hui à 18 heures. Voilà. Là, tu reprends le contrôle sur l'appel. Parce que si c'est lui qui t'appelle et que au moment où il t'appelle, toi, tu es en train de faire autre chose, tu n'es pas concentré à 100%. Il faut que ton attention, elle soit vraiment à 100% sur l'annonce et il faut que tu anticipes, par exemple, 5 minutes avant l'appel, et bah, que tu puisses te dire, ok, donc l'appartement, il a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ok, donc je vais pouvoir attaquer tel axe, telle chose. Bref, il faut que tu sois prêt pour l'appel. Et pour être prêt pour l'appel, il ne faut vraiment pas répondre au propriétaire et enclencher un appel comme ça. Même si tu es posé et que tu fais rien, reprogramme l'appel, ne serait-ce que d'une heure ou quelque chose comme ça, pour avoir l'annonce sous les yeux et pour pouvoir te préparer à l'avance. Et en même temps, ça te donne le contrôle de la situation. Parce que j'ai abordé un peu tous les types de propriétaires, comment ils peuvent voir les choses et te répondre. Maintenant, si tu as plus de questions, tu m'envoies un message sur Instagram, je réponds. Si par exemple tu décides de te lancer grâce à cette formation dans la sous-location et qu'il y a une question que tu n'étais pas prêt à ce qu'on te pose, bah, tu m'envoies un message.
Là, je te l'ai fait rapidement, tu es en train de te dire, oh, finalement, ça a l'air facile tout ça. Quand j'ai commencé, je me suis mangé plus de 100 refus de propriétaires. Donc ça veut dire qu'il ne faut vraiment pas abandonner. Et la différence entre celui qui va réussir et celui qui va échouer, ça va être celui qui va abandonner. Quand est-ce que tu vas abandonner? Est-ce que tu abandonnes au bout de 10 appels? Est-ce que tu abandonnes au bout du premier qui te manque de respect? Est-ce que tu abandonnes au bout de 100? Au bout de 1000? Moi, personnellement, dans ma tête, j'étais prêt à le faire à l'infini jusqu'à ce que ça marche, parce que j'étais sûr que ça allait marcher. Il faut que tu te dises, voilà, c'est normal, ça marche pas, c'est normal. Je continue, je force, je continue, c'est pas grave, je continue, je continue, je continue. Après, si à un moment donné, tu te prends tout le temps que des recals, c'est peut-être que dans ta manière de faire les choses, il y a quelque chose qui va pas. Regarde la manière dont moi j'ai parlé. N'oublie pas, créer un lien, certains mots à ne pas utiliser. Tu es un être humain, c'est un être humain. L'appartement, tu vas juste le louer au nom de ta société. C'est ta société qui va le louer. C'est une exploitation gagnant-gagnant, win-win. Si toi tu gagnes quelque chose, lui il gagne quelque chose. Donc il faut vraiment que tu lui mettes tout ça dans la tête. À partir du moment où tu arrives à mettre le propriétaire dans ta poche et qu'il arrive à se souvenir de toi, normalement ça devrait aller. Peut-être que tu vas pas y arriver au bout du premier, mais en tout cas tu finiras par y arriver. Une fois que tu arrives à la visite, simple, 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 simple. Un polo normal. Mais t'as même pas besoin de mettre une chemise, un t-shirt, un polo, ce genre de choses. Moi, je mettais des polos quand j'ai commencé avec un jean normal. Habille-toi normalement, tout simplement. On est jeune, c'est un nouveau business, c'est un business pas très connu. T'es pas un PDG de, t'es pas le PDG de Amazon, hein. T'as pas besoin de venir en étant habillé, je sais pas comment. Habille-toi simplement. Quand tu arrives, parle simplement. Sois naturel, parce qu'en fait, quand t'es pas naturel, on le ressent. L'être humain, il le ressent. Tu vois, quand quelqu'un, il n'a pas l'habitude d'utiliser des mots soutenus et qu'il utilise des mots soutenus, il le ressent, tu vois. Parle bien, sans dire ouais, ouais, c'est ça, ouais. Oui, à la place de ouais, ce genre de choses. Parle pas trop, n'utilise pas trop un langage qui n'est pas le tien, mais en même temps, n'utilise pas non plus le langage avec lequel tu parles avec tes amis. C'est simple, tu n'es pas en train de parler avec ton ami. Dis-toi dans ta tête, c'est comme si tu étais en train de parler avec un collègue, mais pas un collègue avec qui tu t'entends bien, un nouveau collègue que tu viens de rencontrer, tu vois, ou alors avec un manager, tu vois. Parle correctement, bien, sans non plus être quelqu'un d'autre. Ok? Une fois que tu arrives à la visite, tu viens bien habillé, propre, ok, tac. Tu arrives à la visite, bonjour, ceci, cela, tu fais la visite, tu poses des questions, c'est quoi le DPE il est de combien, est-ce que votre appartement... Et puis tu essaies de poser des questions qui n'ont rien à voir, des questions où le mec il s'y attend pas. Du genre par exemple, moi un truc que j'aime bien faire souvent, ça fait longtemps que vous l'avez l'appartement? Tu vois, là le mec il vient, il te partage son expérience de vie. Oui, moi je l'ai depuis 20 ans et tout. Ah, tu sais que le mec ça fait 20 ans qu'il a l'appartement, c'est un héritage, je sais pas quoi. Ok. Non, moi l'appartement, je viens de l'acheter là, là. Ah, peut-être que c'est un jeune homme qui vient d'acheter l'appartement là, c'est peut-être un entrepreneur, tu vois. Le mec c'est peut-être un investisseur, peut-être qu'il sera plus amené à venir signer avec moi. Bref, tu poses des questions avec lui, tu parles avec lui, sans non plus abuser, hein, d'accord, sans non plus venir lui dire et votre femme, elle s'appelle comment? Non, tranquille, dose. Tu poses des questions, tu t'intéresses à lui, mais tu restes professionnel, courtois, d'accord. Pendant la visite, tu viens et tu apportes le bail avec toi, d'accord. Donc tu vas prendre le bail, mais ce sera le bail vierge, sans ces informations à lui, d'accord. Donc il y aura des trous, par exemple, l'appartement 6, telle adresse, mais tu mets pas l'adresse, tu vois, tu mets juste trois petits points. Comme ça, lui, ça va lui permettre de lire le bail. Et quand il va lire le bail, normalement, à la fin de la lecture du bail, c'est obligé qu'il signe. Parce que n'importe quel propriétaire qui lit le bail de sous-location, à la fin de la lecture, il se dit, c'est tellement beau que je serais bête de dire non. Si tu viens avec le bail le jour de la visite, que tu es bien habillé, propre, correct, professionnel, courtois, bien élevé, euh, normalement, il n'y a aucune raison que... Surtout si juste avant, tu lui as expliqué le principe de la sous-location, normalement, il n'y a aucune raison qu'il te dise non. La visite, c'est une formalité en soi, mais la visite, c'est quand même un peu technique. Parce que si par exemple, tu arrives, grosse barbe, pas taillée, je te dis pas de raser ta barbe. Moi-même, j'ai toujours dit, je garde ma barbe, etc., etc. Mais propre sur toi, tu vois. Si tu viens avec une grosse touffe de cheveux, que grosse barbe pas taillée, que je sais pas, que t'es habillé en survêt, mais c'est logique qu'il va se dire non, lui, j'ai pas confiance en lui, tu vois. Donc, viens habillé normalement.
regarde comment j'ai fait moi dans les vidéos sur TikTok, sur Instagram, comment j'ai présenté la visite, comment elle doit se passer. Et tout simplement, ça va super bien se passer. Si à la fin de la visite, le propriétaire il vient te voir et qu'il te dit, bah écoutez, moi, ça m'intéresse beaucoup, je vais y réfléchir ce soir avec ma femme, et puis derrière, je vous donnerai une réponse demain. Toi, à ce moment-là, tu saisis l'occasion, tu lui dis, bah écoutez, avec plaisir, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir, et puis je me ferai un plaisir de pouvoir débuter un partenariat basé sur le long terme avec vous. Ok, s'il te pose la question, vous, ça serait pour combien de temps que vous voudriez louer? Tu lui réponds instantanément. Ah ben moi, le plus longtemps possible. Plus longtemps c'est, mieux c'est pour moi. Plus ça m'arrange, parce que moi, je vais investir, je vais mettre des meubles, je vais mettre de la déco, je vais refaire un petit coup de peinture, c'est cela, pour amortir mon investissement. C'est préférable pour moi que ça dure le plus longtemps possible. Maintenant, c'est à vous de me dire. Dans tous les cas de figure, on aura une période fixe de minimum un an. Minimum, je ne ferai jamais en dessous d'un an. Mais si ça peut durer vraiment sur du très long terme, et lui il va te dire mais attendez, un an c'est pas beaucoup un an. Tu dis non, non, c'est une période fixe pendant laquelle on ne peut pas sortir ni vous ni moi. Et ensuite, au bout des un an, le contrat sera reconduit automatiquement en contrat à durée indéterminée. À partir de ce moment-là, le propriétaire, il va se dire ah ok, ça m'intéresse. Mais tu lui dis mais moi il n'y a aucun intérêt pour moi de partir. Si le logement me plaît, il convient à mes critères, je pense qu'il peut être très intéressant. Et puis pour moi, plus longtemps on pourra travailler, mieux ce sera. Je souhaite bâtir une relation de confiance basée sur le long terme. Et voilà, bref, en gros, tu brodes comme ça, tu lui dis que c'est sur du long terme, etc., etc. Et normalement, tout devrait bien se passer. Une fois que tu as signé, là, on rentre dans une nouvelle étape. Tu as signé déjà tout de suite l'assurance. Bonjour, je souhaiterais assurer le logement. Donc il y a des assurances qui ne vont pas comprendre ce que tu vas leur expliquer, parce qu'il faut une assurance pro, obligatoirement, d'accord? Et il y a des assurances qui ne vont pas comprendre de quoi tu leur parles, mais moi j'ai signé avec AXA. AXA, ils ont tout de suite travaillé avec moi sans problème. Si je ne fais pas de pub pour eux, je m'en fous, mais en gros, AXA Pro, ils n'ont pas de problème par rapport à ça. Une assurance, ça coûte pas très cher, hein, c'est entre 10 et 30 euros grand maximum par mois pour un logement, parce que s'ils vont vraiment, en fait c'est symbolique parce qu'il te faut une assurance habitation, et donc là c'est en tant que professionnel, donc une assurance habitation professionnelle, mais sinon c'est juste symbolique, hein, c'est s'il y a un tremblement de terre ou un truc comme ça, parce que sinon toute dégradation, tu t'assois dessus, hein, ils vont pas t'aider, ils vont pas te faire quoi que ce soit. Par contre, sur Airbnb, tu auras une assurance qui s'appelle AirCover, qui indemnise jusqu'à 3 millions d'euros. Donc t'inquiète pas par rapport aux assurances, par rapport aux dommages que feront les voyageurs, par rapport à ça, t'inquiète pas, c'est plus que réglé. Donc, une fois que tu as signé l'appartement, que la signature elle est faite, tu l'assures. Tu souscris à un abonnement internet, d'accord, pour qu'ils puissent venir, parce que des fois ça prend une semaine pour qu'ils viennent t'installer une box internet. Donc, abonnement internet, électricité, gaz, tous les abonnements comme ça d'une habitation standard, tu y souscris. Et ensuite, on se dit, l'appartement, il est vide. Il n'y a pas de meubles dedans. Ok, on va partir de ce principe-là. Ensuite, on va voir pour les appartements avec les meubles. L'appartement, il n'y a pas de meubles dedans. Ok. Moi, quand j'ai commencé, j'ai fait une erreur énorme. Conforama, But, Ikea, patati, patata. Tu perds des jours et des jours et des jours et des jours à faire le tour de tous les trucs. Louer un camion, de l'énergie, comme si tu faisais un déménagement énorme. Alors que tu vas sur Amazon ou sur n'importe quel site sur Internet, tu commandes des meubles et ça te les livre directement. Ils arrivent, tu les commandes, tu fais en sorte par exemple que la livraison elle arrive pour tous à peu près à la même période. Et puis tu arrives, tu reçois les meubles, tu reçois les meubles, tu reçois les meubles, tu les montes. Si tu as un budget encore plus conséquent, bon, au début, pour commencer, tu les montes tout seul, et puis après, quand ça tournera, et que tu récupéreras de plus en plus d'appartements, tu sous-traites ça, enfin, tu le délègues, tu prends quelqu'un, et lui, il récupère les meubles, il te monte les meubles, il te fait l'agencement et tout, ok? Pour la décoration, soit tu as un petit budget, t'as un budget assez conséquent, tu prends carrément une décoratrice d'intérieur, elle vient, elle te fait un plan, tac, 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 ok? Soit, bah, si tu es un garçon et que, voilà, tu t'y connais pas du tout en décoration et que tu sais que tu t'y connais pas, commence pas à t'inventer une vie et à t'inventer un savoir-faire que tu n'as pas. Je te le dis tout de suite, la décoration c'est très important, c'est extrêmement important. T'as une sœur, t'as une cousine, t'as une amie. Les filles, elles réussissent généralement beaucoup mieux que nous les garçons sur tout ce qui concerne la décoration. Et admettons, tu connais personne. Bah va sur Instagram ou sur TikTok, tu tapes des comptes de décoration qui donnent des tips, astuces et tout pour la décoration des appartements et regarde ce qu'ils font. Ne va pas t'inventer un métier s'il te plaît parce que les garçons, je vois des fois des trucs qui me font des appartements noirs et blancs ou gris et noirs. Non, non, non.
Faites un truc bien, s'il vous plaît. Si vous vous y connaissez pas, vous demandez à quelqu'un de votre entourage de vous aider à le faire. Ok? Une fois que tu as commandé tes meubles, je vais te donner juste un petit conseil. Ok? Les meubles. J'ai fait des erreurs de fou, des erreurs énormes, comme par exemple acheter un matelas à 800 euros. Erreur. J'ai testé, j'ai essayé par exemple, un jour sur un appartement, j'ai pris des matelas à 200 euros sur Amazon. Les voyageurs me mettaient des bons commentaires en disant comme quoi très bonne literie, alors que le matelas, je l'ai acheté 200 euros, parfois 150 euros des matelas. J'ai même acheté une fois un matelas à 100 euros et des voyageurs, ils me disaient très bonne literie. Bon, le matelas à 100 euros, oublié, d'accord, parce que moi-même, je pense que j'ai abusé sur ça, mais on va dire des matelas à 200 euros. Des meubles, je vous dis pas de mettre des meubles bas de gamme, mais ne mettez pas du trop haut de gamme. Surtout quand vous commencez, généralement quand on commence avec un studio, un T2. Tranquille, tranquille. Un studio, tu mets pas 5000 euros de meubles dans un studio. C'est une erreur que j'ai faite, moi, par exemple, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette formation qui est là aujourd'hui. C'est pour t'éviter de faire ce genre d'erreur. Tu mets des meubles simples, basiques, d'accord? Jolis. Tu peux aller, au lieu d'aller, par exemple, une erreur basique. La décoration, tu as deux manières de voir les choses. Soit tu vas aller chez Maison du Monde, super déco, il y a des trucs de fou et tout. C'est extrêmement cher, Maison du Monde. Mais par exemple, tu commandes sur BM, B et M, il y en a dans quasiment toutes les grandes villes de France, B et M, la même chose qu'à Maison du Monde, en deux, trois fois moins cher. Et si tu veux faire encore plus intelligent, tu commandes la déco aussi sur Internet. Sur Internet, ça va être encore moins cher que tous les magasins. Donc tu me fais une petite déco comme ça, l'ameublement. Gros conseil, quand tu vas prendre un lit, tu vas prendre un lit coffre. Obligé. Parce que je sais que tu vas commencer soit avec un studio, soit avec un T2, et il n'y a pas beaucoup de place, il n'y a pas de rangement. Donc tu vas prendre un lit coffre. Dans ce lit coffre, la femme de ménage va avoir la possibilité de stocker du linge, de stocker pas mal de choses. Et ça, c'est une grosse astuce en sous-location et même en location courte durée de manière générale. Ça, c'est une grosse astuce, c'est que tu vas pouvoir mettre un espace de rangement qui sera invisible pour le voyageur. Et la femme de ménage, quand elle vient, elle lève le lit, et en dessous du lit, il y a tout ce dont elle a besoin pour faire son travail. Ok? Si dans l'appartement, il y a une arrivée d'eau avec une machine à laver et la possibilité de mettre un sèche-linge, tu mets la machine à laver et le sèche-linge. Les deux. D'accord? Pourquoi? Parce que sur Airbnb, ça va être un gros avantage. D'accord? Mais en plus d'être un avantage pour Airbnb, ça va être un gros plus pour ta femme de ménage. Parce que ta femme de ménage, elle vient, elle lance le linge, ensuite sèche-linge, le linge il est sec, elle le range. Tout de suite, il n'y a pas besoin de... Tu vois, si tu facilites le travail de la femme de ménage, ça te coûtera moins d'argent. Et en plus de ça, dans l'algorithme Airbnb, je vais y revenir après, c'est un gros plus. Une fois que tu as ton lit coffre, ça c'est une première astuce. Deuxième astuce que je vais te donner, mon tout premier mois en sous-location, c'était un appartement T2. Non, c'était un studio. Il faisait 30 mètres carrés. Ok? C'est une grande pièce avec des grands plafonds, une grande hauteur sous plafond, avec un parquet ancien. L'appartement est refait à neuf, un mur en pierre, il y a du cachet, bref, l'appartement il est parfait. Cet appartement-là, il est à 610 euros. Je l'ai encore cet appartement, il est à 610 euros par mois. Je vous jure qu'avec cet appartement-là, j'ai fait 3000 euros de chiffre d'affaires pendant mes 3 premiers mois, juin, juillet, août. D'accord? Donc, c'est pas pour rien. C'est pour une bonne raison. J'ai mis énormément d'équipements, mais parmi les meubles, j'ai mis le lit coffre, comme je vous ai dit, mais bon, ça c'est plus pour aider la femme de ménage, mais j'ai mis un canapé convertible. Mais j'ai pas juste mis un canapé convertible. C'est pas juste un canapé convertible, tu vois. Il faut que ce soit un canapé qui se transforme en lit. C'est un peu différent. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle, mais tu as les canapés convertibles, donc un canapé d'angle où tu tires, et ensuite il y a une petite banquette, et donc ça fait un grand espace sur lequel les gens peuvent dormir, ok. Mais il y a aussi les canapés où en gros tu vas les tirer par derrière, le canapé il va s'ouvrir complètement comme un grand lit 140 par 200. Et là en fait ça va te permettre de mettre sur Airbnb 4 couchages. 4 couchages, en fait, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre au-delà, c'est une fonctionnalité sur Airbnb, mais en gros, ce que tu vas pouvoir faire sur Airbnb, c'est que tu vas mettre au-delà de 2 voyageurs, c'est par exemple 20 euros en plus par voyageur. Donc par exemple, ton appartement, il est à 600 euros par mois. Toi, tu le mets à 60 euros la nuit. Ok, tu vises une rentabilité en 10 nuits. Imagine que tes 10 nuits, au lieu qu'elles soient à 60 euros, c'est à chaque fois, c'est 4 voyageurs. Et bah, tu passes de 60 euros, si tu mets 20 euros en plus par voyageur, tu passes de 60 euros à 100 euros la nuit. 100 euros la nuit, ça veut dire que ton appartement, il est payé en 6 nuits.
Tu comprends la nuance ou pas? Ça, c'est une fonctionnalité, ça, c'est un petit tips qui va te permettre de générer beaucoup plus d'argent. Tu comprends? Si par exemple, tu as un canapé lit et que tu as un lit, je te conseille de mettre un lit 160 par 200. Parce que le lit 160 par 200, ça va être encore un plus par rapport à l'algorithme Airbnb. Parce que sur Airbnb, tu as la possibilité de sélectionner, quand tu vas avec l'ordinateur, tu as la possibilité de sélectionner la typologie du lit. Est-ce que c'est un lit standard? Est-ce que c'est un lit queen size, king size? Bref, il y a plein de caractéristiques. Et lit 160 par 200, ça coûte pas plus, ça coûte un tout petit peu plus cher qu'un lit 140 par 200, mais les lits 160 par 200, c'est des lits qui vont te permettre de cocher la case queen size. Et ça, les gens, ils se disent, ah, mais queen size, tu vois, des fois, ils ne savent pas forcément c'est quoi la différence entre queen size et king size. Donc, ils se disent, ah, c'est un lit queen size, bref, c'est un grand lit. Et là, ils aiment ça. D'accord? Donc, bon, pour l'instant, tout ça, c'est super. On a le lit, on a le canapé, la télé. La télé, très important. Je te déconseille de partir dans un truc où tu vas mettre une télé à 2000 euros. Oublie-moi ça, d'accord? Il y a des télés à 500, 600, grand max 700 euros. Moi, je mets des télés à 700 euros dans des appartements où il y a 2 chambres. Dans les appartements où il y a une chambre, je mets des télés à 500 euros à peu près, 400, 500 euros. Par contre, il faut que ce soit une télé connectée. Et tu vois, il y a un petit plus sur les télés connectées que tu vas pouvoir faire très facilement, c'est que tu vas pouvoir leur offrir Netflix. Donc tu vas sur Netflix, tu crées un compte Netflix, compte pro avec les pubs là à 5 euros, et tu leur offres Netflix. Les gens, ils sont choqués, ils arrivent, tac, ils cliquent. Oh, il y a déjà un compte Netflix et c'est le compte du monsieur. Ah ouais, c'est super ça. Tu vois ou pas? Donc ça, c'est un petit plus, tu vois, pour eux. Mais encore une fois, je t'ai dit, fais un peu des économies, pars pas dans des télés à 1000, 2000 euros, ça sert à rien. D'ailleurs, la génération d'aujourd'hui, ils ne regardent plus la télé. Tu regardes la télé? Moi, personnellement, je ne la regarde pas la télé, tu vois. Donc en réalité, télé, c'est pas le truc le plus important. Maintenant, on va rentrer dans une troisième catégorie que très peu de gens connaissent en réalité. Les gens connaissent cette catégorie, mais ils la sous-estiment énormément. C'est les équipements. Là, tu es en train de te dire, c'est quoi les équipements? Un sèche-linge, c'est un équipement. Une machine à laver, c'est un équipement. Sèche-cheveux, lisseur, bouilloire, cafetière, café, grille-pain. Bref, tout ça, c'est des équipements. Quand tu vas créer ton annonce sur Airbnb, une fois que tu l'as meublé, tu l'as décoré, tu peux déjà créer l'annonce en soi. Mais quand tu vas aller sur Airbnb, ils vont te demander quels sont les équipements de cet appartement. Et ensuite, à droite, tu auras suggestion. Suggestion, dans la catégorie équipement, suggestion, en gros, Airbnb va te dire directement les appartements comme le vôtre dans ce quartier, généralement, les équipements les plus appréciés par les voyageurs, c'est ceux qui vont apparaître dans suggestion. C'est simple, c'est simple. Je veux que tous les équipements de la case suggestion, si c'est possible de les mettre, tu les mets. Ok? Donc il y aura toujours café, cafetière, grille-pain. Et des fois, il y a des choses auxquelles on n'y pense pas. Blender. Blender, c'est le mixeur. Bah, c'est très important le mixeur, tu vois. Et bref, il y a plein d'équipements comme ça. Et ensuite, tu vas aller dans la catégorie tout, parce que tu as suggestion et tu as tous les équipements. Et là, tu mets le maximum d'équipements possible. Moi, par exemple, je leur mets tous 3 serviettes par voyageur. Tu vois, une serviette pour le corps, une serviette pour les cheveux, une serviette pour les mains. Je mets pour tous les voyageurs, je mets du café, je mets du thé, plus une bouilloire, donc ils ont de la bouilloire, plus ils ont des sachets de thé, plus ils ont du sucre, plus ils ont du chocolat, plus dans les placards, tu vois, je mets des pâtes, je mets du riz, je mets des trucs, des gâteaux, des trucs comme ça. Bref, eux, quand ils arrivent, c'est tout ça, c'est des plus qui font que, en fait, ils sont hyper contents. Et à la fin, ils vont te mettre un commentaire 5 étoiles. Et on va y revenir après, mais le commentaire 5 étoiles, c'est extrêmement important. Et nous, tu vois, on se dit, quand on n'y connaît rien à l'algorithme Airbnb, on se dit, bah, c'est bien, j'ai eu un commentaire 4 étoiles, ou alors moi, en tant que voyageur, avant de m'y connaître, je mettais 4 étoiles des fois, quand c'était super. Mais en fait, quand tu mets 4 étoiles sur Airbnb, c'est zéro. C'est soit 5 étoiles, tout ce qui est en dessous de 5 étoiles, c'est mauvais pour toi. Je vais y revenir après, je vais t'expliquer. Bref, là, tu as les meubles, tu as la déco et tu as les équipements. Maintenant, on passe dans une nouvelle catégorie. Et c'est là que je vous ai dit que j'allais vous donner quelques petits tips que je ne vais retrouver nulle part. Première des choses, on va dire que tu es dans un budget vraiment hyper serré et que tu ne peux pas faire appel à un photographe. Bah non, tu fais quand même appel à un photographe. Mais dans tous les cas de figure, ton photographe, quand il va arriver, il y a un nombre de photos que l'algorithme Airbnb calcule en fonction de la capacité d'accueil de ton appartement.
Je vais vous révéler ça dans cette formation gratuite aujourd'hui. Ça va faire le tour de tous les mecs qui parlent d'Airbnb. Tu n'en trouveras aucun qui va te donner ce chiffre précisément. Il n'y a absolument aucun logement sur Airbnb, même si c'est un studio, peu importe ce que c'est, aucun logement sur Airbnb ne doit avoir moins de 25 photos. C'est le chiffre précis, minimum qu'il doit y avoir sur ton annonce. Avant c'était 20, maintenant c'est plutôt 25, mais bref, même si tu as un studio, tu me fais entre 20 et 25 photos minimum. Ok, tu es en train de te dire, oh, mais comment tu fais 20-25 photos? Eh bien, tu fais des zooms. Donc, tu vas zoomer sur des équipements. Par exemple, tu as une cafetière, tu fais une photo sur une cafetière avec le café qui coule. Tu as une bouilloire, je veux que tu fasses un zoom, tu dis au photographe qu'il te fasse des plans de la table qui est mise avec le thé plongé dans l'eau chaude avec la fumée qui sort. Bref, tout ça, ça va être des petits zooms qui vont pouvoir te permettre d'avoir des photos en plus. Ensuite, le photographe, il faut que tu lui dises qu'il y ait un maximum de luminosité sur les photos. Les photographes, des fois, ils ne font pas forcément attention à ça. Même les photographes immobiliers, ils ne font pas forcément attention à ça. On veut une luminosité maximum. On veut également 20-25 photos minimum. Minimum, vraiment minimum. Ensuite, tu vas également demander au photographe de te faire des photos en ultra grand angle. D'accord? Ça va pouvoir permettre à ton appartement d'avoir une sensation de grandeur. En fait, des fois, avoir des photos en ultra grand angle, ça donne un petit peu une sensation que l'appartement est un peu plus grand. Une fois que tu as tes photos, tu vas aller créer ton annonce Airbnb. Et là, je vais te dire quelque chose. La création de l'annonce Airbnb, la majorité des personnes, elles mettent en moyenne moins de 30 minutes à créer une annonce Airbnb. Ok? Chacun de tous mes appartements m'a pris 4 heures pour créer l'annonce. Et c'est précisément à ce moment-là que ton démarrage va se faire. Parce que si tu crées ton annonce en 30 minutes, tu ne peux pas avoir la même annonce que celui qui l'a créée en 4 heures. Quand tu vas créer ton annonce sur Airbnb, ils vont te demander des photos. Les photos, si tu screens les photos et que tu les mets avec ton téléphone, c'est zéro pointé en termes de qualité. Le photographe, il va t'envoyer les photos via un lien. Soit ça va être WeTransfer, SwissTransfer, bref. Il va t'envoyer un lien. Tu dois ouvrir ce lien avec ton ordinateur. C'est obligatoire. La question ne se pose même pas. Je m'en fiche de tout. Oui, j'ai pas d'ordinateur. Trouve une solution. Avec ton ordinateur, tu ouvres ce lien et tu télécharges les photos sur ton ordinateur. Ensuite, sur Airbnb, quand ils vont te demander d'importer les photos, là, tu pourras glisser les photos. Tu vas les sélectionner, tu pourras les glisser de ton ordinateur vers Airbnb. Là, ça va les enregistrer, ça va les télécharger, les photos. Et à ce moment-là, en fait, les photos, elles auront le maximum de pixels possible. Et ça va faire une différence au niveau de la qualité. Parce que quand l'algorithme Airbnb, il voit que le nombre de pixels de tes photos, il est réduit, il catégorise ton annonce comme une annonce médiocre. Et pareil, l'algorithme Airbnb, lorsqu'il voit que ton annonce a 10 photos, il catégorise aussi ton annonce comme une annonce bas de gamme. Donc c'est des choses qui sont, la plupart des gens ils se disent ouais c'est pas forcément important, c'est extrêmement important. Tout ça c'est des détails qui font toute la différence. Quand tu vas créer ton annonce, tu vas me dire comment c'est possible Ilyes? Toi tu mets 4 heures alors que les gens ils mettent 30 minutes. C'est possible, c'est possible. Et je vais vous dire pourquoi. Sur Airbnb, quand tu vas créer ton annonce, tu vas voir à un moment donné il y aura écrit guide photo. C'est une nouvelle fonctionnalité là sur Airbnb, le guide photo. Et en fait, ce guide photo, il va te permettre de mettre des pièces. Donc par exemple, tu vas mettre chambre, cuisine, etc. Et tu vas pouvoir mettre telle photo correspond à telle pièce, telle pièce, telle pièce. Ok. Quand tu es dans une pièce, quand tu vas cliquer sur Airbnb, ok, je clique sur l'espace chambre, juste en dessous, donc tu auras les photos qui correspondent à la pièce chambre. À droite et en dessous, tu auras des informations. Ces informations-là, il faut toutes les remplir. Sur Airbnb, au moment de la création de l'annonce, c'est simple. La seule question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que je n'ai pas rempli? Parce que tout doit être rempli. Toutes les informations qui te sont demandées à un moment donné, elles doivent être remplies. Toutes. Toutes. Et la question ne se pose même pas. Il n'y a même pas de doute à avoir. Toutes les informations doivent être remplies. Donc par exemple, tu vas dans la pièce cuisine. Dans la pièce cuisine, en bas des photos, tu vois, il y a écrit équipement. Pour toi, c'est bidon. Non. Tu cliques sur équipement et tu renseignes les équipements qui sont présents dans la cuisine. Pareil, tu vas cliquer sur chacune des photos. Et sur chaque photo, il y aura écrit ajouter une description à cette photo. Toi, tu te dis, ah, ça sert à rien. Non,
Non, non, non, non, non, non, non, non, non. L'algorithme Airbnb, il le voit le temps et le temps que tu as passé à utiliser son logiciel. Donc l'algorithme Airbnb, quand il voit que tu t'es impliqué sur ces photos, que tu as mis des descriptions sous les photos, que tu as mis des équipements dans chaque pièce, etc., il va mettre en avant ton annonce parce qu'il va dire ça c'est une annonce qui est complète. C'est une annonce qui pourrait plaire aux voyageurs parce qu'elle est vraiment complète. Le mec, il a mis vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'équipements, il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup de... Tu comprends? Ensuite, quand tu auras fini cet aspect photo, il y aura le profil de l'annonce, donc il y aura une description de l'annonce. S'il y a écrit 500 caractères, c'est pour que tu mettes 500 caractères. D'accord? C'est pas pour que tu mettes 10 caractères. Description de l'annonce, description du logement, accès des voyageurs, plus d'infos, comment vous contacter. Toutes ces choses-là, tu dois les remplir. Dès qu'il y a écrit 300 caractères, tu mets 300 caractères. Quand il y a écrit 500 caractères, tu mets 500 caractères. Là, il y a des malins qui se disent, tranquille, je vais le faire avec ChatGPT. Oui et non. Parce que ChatGPT, c'est super. Tu viens, tu lui dis, fais-moi un texte pour la catégorie description du logement sur Airbnb avec 500 caractères. ChatGPT, il va faire ce que tu lui demandes, tout simplement. Mais le voyageur, quand il va arriver sur ton annonce, il va lire un texte qui est écrit par un robot. Et ça se ressent. Tu as des personnes, ils ne vont pas forcément le ressentir. Moi, par exemple, je le ressens. Je le vois instantanément quand c'est ChatGPT qui a écrit et quand c'est un être humain qui l'a écrit. Moi, je veux que tu fasses ce travail avec ChatGPT, que tu lui demandes de le faire. Sauf que quand lui, il va écrire cette description, je veux que tu prennes son texte comme étant ton modèle pour rédiger ton texte, pour que tu puisses utiliser tes mots à toi. Et ça, le voyageur, il va le ressentir, tu vois. Et le voyageur, quand il va ressentir qu'il parle avec un être humain, eh ben, il sera plus amené, bizarrement dans l'inconscient, il sera plus amené à aller vers toi plutôt que d'aller vers une machine. D'accord? Bref, comme je te dis, tu me remplis toutes les catégories. Pareil, il y a un autre truc qui est très sous-estimé, très peu utilisé, c'est le guide. D'accord? Par exemple, moi, c'est Ilyes. D'accord? Et sur Airbnb, j'ai créé un guide qui s'appelle le guide de Ilyes. Dans ce guide, le voyageur, il y a accès. Et en fait, dans ce guide, il y a écrit, dans la ville de Reims, par exemple, et la ville de Reims, tu as telle chose à faire, telle chose à faire, telle chose à faire. Et il faut tout remplir. Et ça prend beaucoup de temps. D'accord? Mais c'est un travail nécessaire. Maintenant que j'ai fini de te dire le gros de la création de l'annonce, n'oublie pas, il faut que ça te prenne plusieurs heures. Mais maintenant qu'on a fini ça, on va mettre ça de côté. Maintenant, on va passer à la création du profil Airbnb. Les gens sur Airbnb, ils se disent, écoute, moi, les questions qui me sont demandées dans le profil Airbnb, elles me plaisent pas forcément. J'ai pas envie d'y répondre. Par exemple, parmi ces questions, il y a une question qui est, quelle est ta chanson préférée? Toi, tu te dis, ouais, moi, écoute, je suis là pour faire du business, je suis là pour faire de l'argent. Je m'en fous, moi, de ça, là. C'est quoi ça? Quelle est ta chanson préférée? Eh ben non. Il faut que tu remplisses toutes les questions qui te sont demandées dans la création du profil. Et ouais, je sais que c'est chiant, d'accord, mais il faut le faire. Moi, par exemple, ce que j'ai fait, je l'ai pris à la rigolade. Je l'ai pris à la rigolade. Tranquille. Il me demande c'est quoi mon plat préféré. Le tagine. Ok. Il me demande c'est quoi ma musique préférée. Ma musique préférée, c'est pour ceux. Bon, j'ai pas mis Mafia Cafri, j'ai mis Rof. Bref, plein de choses comme ça, en fait, où en fait il va falloir que tu remplisses vraiment toutes les catégories de la création du profil. On a tous un compte Airbnb généralement, mais sauf qu'en fait la photo, il ne faut absolument pas mettre une photo trop décontractée, donc genre je suis là en train de faire la fête, ça on oublie. On oublie les photos de pingouins, d'accord, costume, cravate jusqu'ici, mode professionnel. On oublie aussi les photos d'un signe, d'un logo d'entreprise. Ça va plus être pour les conciergeries, on va dire. Mettons en sous-location, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu vois la tenue que tu avais le jour de la visite, et ben tu fais une photo professionnelle avec cette tenue en mode portrait, donc jusqu'ici, tac. Si tu as un iPhone, tu mets le mode portrait, donc ça fait un flou derrière, et voilà. C'est professionnel, c'est propre. La personne, elle parle avec un être humain, elle ne parle pas avec une société. Elle parle avec un être humain, elle ne parle pas avec un pingouin en costume cravate. Et puis, elle ne parle pas non plus avec un fêtard, tu vois, qui a mis une photo pendant qu'il était en vacances à Ibiza. Voilà, ça pour la création du profil, ça prend pas énormément de temps, mais il faut quand même que tu remplisses toutes les catégories, comme pour la création de l'annonce. Dans la description de ton profil Airbnb, on va te demander de te décrire. Et donc là, il ne faut pas que tu te dises, je suis là pour faire de l'argent, je suis un businessman, et donc je vais me décrire comme ça. Non, on cherche vraiment à savoir qui tu es en tant qu'être humain. Donc tu viens et tu dis quelque chose de très simple du genre,
Je suis passionné de sport, j'aime faire des restaurants entre amis, etc., etc. J'ai toujours été passionné par l'immobilier et aujourd'hui, je cherche à vous proposer les meilleurs logements possibles dans ma ville. Voilà, un truc dans ce style-là. Tu peux demander à ChatGPT de t'aider, mais il faut vraiment que ce soit le plus naturel possible, d'accord? Très important que ce soit naturel parce que les gens, ils le lisent, la description de l'autre. Et puis, tu as aussi beaucoup de personnes qui se disent, ouais, mais est-ce que l'autre, c'est quelqu'un de bizarre ou quoi que ce soit? Et s'ils voient que c'est vraiment un truc trop professionnel et tout, ils vont se dire, j'ai pas vraiment d'informations sur lui. Alors que s'ils voient qu'il y a vraiment quelqu'un qui parle de lui, et ben là, ça les rassure. Parfois, ils se disent, bah ok, ça a l'air d'être un mec comme moi, il aime les mêmes choses que moi, ok, c'est quelqu'un qui a rempli toutes les informations, ok, c'est pas quelque chose de bizarre, je vais réserver. Bizarrement, ça va te donner plus de réservations de remplir ton profil Airbnb correctement et entièrement. Et pareil pour la création de l'annonce. On a fini la création de l'annonce, on a fini les photos, on a fini la création du profil. Maintenant, on va attaquer un point qui est très très important. Encore une fois, fortement sous-estimé. Mais alors là, ce que je vais vous dire, c'est d'une valeur énorme. Énorme. Parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de personnes qui utilisent cette fonctionnalité-là sur Airbnb. On va parler du pricing. Les prix. Comment on calcule son prix? Il y a beaucoup de personnes qui disent, ok, le- il faut utiliser la tarification intelligente de Airbnb. Parce que quand tu utilises la tarification intelligente d'Airbnb, Airbnb met ton bien en valeur. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais la tarification intelligente d'Airbnb, elle est là pour faire en sorte que les logements soient les moins chers possibles dans la ville. Airbnb fera toujours en sorte de mettre ton prix en dessous de sa valeur réelle. Comme ça, au moins, ton logement, il va se louer, c'est vrai, mais ton logement, il va se louer pas cher. Et moi, je veux pas que ça t'arrive. Moi, je veux que tu télécharges, moi, je veux que tu crées un compte sur Pricelab, par exemple. C'est un logiciel de tarification des prix où tu vas pouvoir rentrer toutes tes informations. Le premier mois, il est gratuit. Plus de ça, j'ai oublié, mais j'ai un lien de parrainage avec Pricelab, donc je vais le mettre dans la bio YouTube. Tu gagnes de l'argent et moi je gagne de l'argent, mais en réalité, je te mens pas, je m'en fiche un petit peu de ça. Mais je vais quand même le mettre dans la bio si ça intéresse certaines personnes. Pricelab, tu vas sur Pricelab, tu télécharges, tu crées ton profil sur Pricelab et tout, et ensuite tu vas mettre sur Pricelab, moi là, j'ai un prix de base qui est à temps, en plus eux ils t'aident à créer le prix de base, donc c'est très facile à faire. Ton appartement, il est en premium, parce que moi je veux que tu mettes des logements premium. Donc tu vas cliquer sur la catégorie premium sur Pricelab, et puis là ça va te donner un prix de base. Ensuite toi tu mets un prix minimum, donc ton prix minimum on va dire qu'on va le mettre un tout petit peu en dessous de ce qu'on a dit, tu vois, 600 euros, il faut que ce soit payé en 10 nuits, donc ça fait 60 euros la nuit, et bah toi tu vas le mettre à 50 euros la nuit, tu vois. Ça c'est ton prix minimum. C'est-à-dire Pricelab, quand ça va être une zone, une période où ça se trouve vraiment pas cher, et ben il va le mettre un tout petit peu en dessous, tu vois. Et donc tu auras des nuits qui seront plus chères, des nuits un peu moins chères, donc on tournera autour de le logement, il est payé en 10 nuits. Bref, ça c'est juste pour la tarification de base. C'est pas de ça que je veux vous parler. Il y a trois manières de faire de l'argent sur Airbnb, mais de vraiment faire de l'argent. Les réductions, les promotions et les ensembles de règles. Là, tu es en train de te dire, réduction, promotion, ça je connais, mais c'est quoi ce truc-là, ensemble de règles? Ensemble de règles, c'est une fonctionnalité sur Airbnb qui n'est quasiment pas utilisée par les hôtes. Les hôtes sur Airbnb ne connaissent même pas ce truc-là, ensemble de règles. C'est quoi ça, ensemble de règles? Sur Airbnb, tu vas avoir ton calendrier. Mais quand tu as un logement, tu as un calendrier simple. Sur Airbnb, tu as la possibilité de débloquer le multi-calendrier. Une fois que tu seras en mode multi-calendrier, petite parenthèse, c'est quelque chose qui est faisable uniquement sur PC. C'est pour ça que je t'ai dit, le PC il est obligatoire. Donc une fois que tu as débloqué le multi-calendrier, à droite, tu auras un truc où il y aura écrit créer un nouvel ensemble de règles. Ok, c'est quoi ce truc-là? Je clique sur ensemble de règles et en fait, les ensembles de règles, c'est juste des règles que tu appliques à l'algorithme Airbnb. Je vais te donner quelques exemples d'ensemble de règles. De nuit égale moins 20%. Ça veut dire si par exemple, ça c'est un nom d'ensemble de règles. De nuit égale moins 20%. Ça veut dire que si quelqu'un y réserve une nuit, Airbnb va lui envoyer un petit message, il y aura un petit message qui apparaîtra sur son annonce, sur ton annonce, en disant pour une nuit de plus, bénéficier d'une remise de moins 20% ou bénéficier d'un tarif de temps. Je ne sais plus c'est quoi exactement. Il y a un autre ensemble de règles qui existe et qui est moins 30% si la réservation elle est faite un jour avant. Ça veut dire que si par exemple quelqu'un y réserve la veille pour le lendemain, et bien là, il va y avoir une ligne verte qui va apparaître en lui disant vous bénéficiez d'une remise de tant d'euros, tu vois, donc il y aura écrit le prix directement en euros, et cette ligne, elle va apparaître en vert. Et en fait, en marketing, le petit truc du fait de voir une petite ligne en verte, et ben ça
incite les gens à cliquer en se disant «Oh, j'ai une remise, j'ai quelque chose qui me permet, j'ai vraiment de la chance d'avoir une petite remise, bah, je vais en profiter», tu vois. Et donc là, tu auras plus de réservations grâce à ces ensembles de règles. Non seulement dans le subconscient de tes voyageurs, les ensembles de règles vont te permettre d'avoir des petits tips marketing comme la phrase écrite en vert, les réductions affichées différemment, donc ça va te mettre, vous bénéficier d'une réduction pour séjour de longue durée. Et bah ça, la personne, elle va se dire, oh, j'ai pas l'habitude de voir ça, c'est un truc spécial. Eh bah ok, bon, bah j'ai de la chance, bah je vais cliquer, tu vois. Non seulement tu as cet avantage-là grâce aux ensembles de règles, mais en plus de ça, chaque personne qui utilise les ensembles de règles pour son annonce Airbnb, son annonce remonte automatiquement dans le référencement de la ville. Automatiquement, quand tu utilises des ensembles de règles, ton annonce, elle remonte. Exactement comme ça que je fais moi personnellement pour être toujours le premier, le meilleur dans ma ville, c'est moi. Tu viens, tu regardes les logements, etc., etc. Je suis toujours dans les premiers. Dans les 5 premiers, il y aura mes appartements dans les 5 premiers, en fonction de ce que tu recherches. Et ça, en fait, ça fait une énorme différence entre celui qui gagne 500 euros par mois. Donc, tu peux regarder dans toutes les formations de sous-location, des formations payantes, qui donnent moins de valeur que ce que je suis en train de te dire là. Dans ces formations-là, ils ne vont même pas te parler du mot ensemble de règles. Le mot ensemble de règles, ils ne le connaissent même pas, j'en suis sûr. Ou alors, s'ils le connaissent, ils ne t'en parleront pas. Mais cette fonctionnalité-là, elle va te permettre de remonter dans le référencement et au lieu de gagner 500 euros par mois par appartement, eh ben là, tu vas peut-être gagner 800, 900, 1000 euros de bénéfices par mois par appartement parce que ton logement, il va être plein. Ça va être rempli, rempli, rempli. Et pareil, un autre truc, si ton logement il est à 100% de taux de remplissage, ça veut dire qu'il y a un problème. Je ne suis jamais à 100% de taux de remplissage, mais c'est volontaire. Je vais être un tout petit peu en dessous, entre 90 et 100%, avec des nuits plus chères. Moins de ménages, déjà dans un premier temps. Et en plus de ça, on a la possibilité d'avoir une petite marge de manœuvre, tu vois. Mais quand tu es à 100%, bah, tu as exploité ton maximum. Alors que quand tu es à 90%, peut-être que tu as fait plus d'argent que celui qui est à 100%, mais il te reste encore 10 nuits. 10 nuits pendant lesquelles tu peux faire encore plus. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, maintenant que je t'ai un petit peu parlé de l'algorithme Airbnb, et je vais encore te redonner d'autres astuces à la fin de la vidéo, donc reste vraiment jusqu'au bout parce que je vais te redonner toutes les astuces de l'algorithme Airbnb. Maintenant que tu as vu ça, on va attaquer maintenant l'automatisation. Il y a des gens qui se disent ouais, non, moi le ménage, je vais le faire moi-même. Ouais, non, moi les arrivées, je vais les faire moi-même. Ça, c'est pas un profil de businessman. On n'est vraiment pas dans une mentale de faire de l'argent. Pour faire de l'argent, il faut automatiser. Automatiser, automatiser des process, déléguer, automatiser. Pour automatiser, on va commencer très simple. Message automatique, c'est la base, c'est obligatoire. Je veux que tu crées des messages automatiques. Dans le message de bienvenue, tu vas créer un message automatique et dans le message de bienvenue, tu vas mettre toutes les informations possibles et existantes pour que le voyageur ne te repose pas de questions. Dedans, il y a l'adresse, la procédure d'arrivée, le mot de passe Wi-Fi, le code de la boîte à clés. Il y a toutes les informations dans le message de bienvenue. Le message de bienvenue, tu vas cliquer dans la catégorie envoyer immédiatement après la réservation. Ça veut dire que quand la personne a payé, que le paiement il a été effectué, automatiquement elle reçoit le message. Ça lui laisse même pas, parce que tu as immédiatement après, tu as 1 minute après, 5 minutes après, je ne veux même pas lui laisser 1 minute, parce qu'en 1 minute, il a le temps de te poser des questions. Moi, je veux que tu lui envoies le message immédiatement. Ça veut dire qu'il paye, il reçoit le message il est envoyé, il y a toutes les informations, normalement il ne te repose pas de questions. Mais c'est pas fini. On va aller encore un peu plus loin. Et ça va te permettre de faire la différence entre toi, qui est excellent, et celui qui est moyen. Tu vas mettre un deuxième message automatique, et ce message automatique, ça va être un message qui va s'envoyer à J+1. Donc le lendemain, tu envoies un petit message automatique, à 10 h du matin par exemple, le message il dit «Bonjour Nathalie, simple petit message pour savoir si tout s'est bien passé pour votre arrivée, voilà, quelque chose comme ça. N'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je reste disponible à tel numéro». Ce message-là, en fait, la personne, elle va se dire, oh, c'est sympa, tu vois, il m'a envoyé un petit message pour savoir si tout allait bien. Et en plus de ça, ça anticipe, tu vois, les personnes qui vont venir et qui vont dire, au lieu de dire quelque chose de négatif en commentaire, eh ben, ils vont te dire quelque chose de négatif par message que toi, tu vas pouvoir régler et potentiellement éviter un commentaire euh, négatif. Tu comprends? Ensuite, tu vas envoyer un message le jour du départ de la personne. Donc, ça veut dire que le jour où elle va partir, elle va recevoir un petit message automatique, par exemple à 9 h, 10 h du matin, pour lui rappeler à quelle heure il faut partir, comment il faut partir, qu'est-ce qu'elle doit faire avant de partir. Remettez la boîte à clés, remettez les clés dans la boîte à clés, pensez à bien éteindre les lumières, à fermer la porte derrière vous, ce genre de choses. D'accord? Maintenant que la personne elle a pu réserver automatiquement, etc., etc.,
il va falloir que tu mettes en place la réservation instantanée. La réservation instantanée, elle va t'offrir 30% de plus de réservations par mois. Ça, c'est la première des choses. En plus de ça, ça va te permettre de faciliter ton travail et de la gestion de ton temps. Quand tu as un appartement et que tu fais une réservation manuelle, ok, telle personne a réservé, je valide. Mais quand on a 30, tu imagines le nombre de notifications que tu vas recevoir et le nombre de personnes qu'il va falloir vérifier, etc., etc. Réservation instantanée, la personne, elle réserve automatiquement, ça te rajoute en plus de ça des réservations, et la personne, elle paye automatiquement, donc elle réserve automatiquement, elle paye automatiquement, quand elle arrive, elle reçoit un message automatique, plus une arrivée automatique avec une boîte à clés, comme je t'ai expliqué. Le jour du départ, elle part tout seule, et ensuite on arrive à l'étape de la femme de ménage. La femme de ménage, tu vas me dire, ouais, mais comment elle sait la femme de ménage, quand est-ce qu'il faut partir, quand est-ce qu'il faut revenir, bref. La femme de ménage, tu vas la mettre en co-hôte. Moi, je t'explique comment te lancer dans la sous-location facilement. On ne va pas parler de channel manager, etc., etc. Pour l'instant, on va partir du principe que tu as un appart. Ok. Tu vas sur Airbnb, co-hôte, ajouter un co-hôte, tu mets l'adresse mail de ta femme de ménage. La femme de ménage, elle reçoit un mail. Dans le mail, il y a écrit vous avez une invitation de la part de Ilyes comme co-hôte. Elle accepte, elle valide, boum, félicitations, vous êtes co-hôte avec Ilyes. Cette personne-là, maintenant, une fois qu'elle est co-hôte, elle va pouvoir accéder à ton calendrier, à tes messages, etc. Elle va pouvoir savoir quand est-ce que le voyageur part et quand est-ce qu'il y a un nouveau voyageur qui arrive. La femme de ménage, ensuite, elle fait son ménage, elle gère le linge, et puis le cycle s'enchaîne et s'enchaîne et s'enchaîne et s'enchaîne à l'infini. Donc ça, en fait, ça te permet de pouvoir scaler ton business limite à l'infini. Et je dis limite à l'infini juste parce que, à un moment donné, il n'y aura plus d'appartements à prendre. Mais en réalité, tu peux avoir des dizaines et des centaines d'appartements en sous-location. Donc, tu vas me dire maintenant, comment je fais pour gérer la femme de ménage, comment je fais pour trouver une bonne femme de ménage. Donc, effectivement, il y a les chèques CESU, il y a les micro-entreprises, il y a le salariat et il y a le black. Le black, on l'oublie tout de suite, d'accord? Déjà, un, parce que tu ne fais pas de black. Deux, parce qu'en plus de ça, pour scaler, ce n'est pas du tout la bonne solution. Ça risque de t'apporter des problèmes, etc., etc. Je te le déconseille fortement, d'accord? Si on voit à grande échelle, on va chercher l'argent. Quand tu regardes les grands chefs d'entreprise qui font des millions et des milliards, eh ben, ils font tout dans les règles, ils essayent d'être carrés le plus possible. En tout cas, ils ne vont pas employer leurs salariés au black. Donc, sors-toi cette idée de la tête. Et en plus de ça, ça n'est pas possible puisque dans tous les cas de figure, tu ne fais pas d'espèces. Donc, la question est réglée. Ensuite, l'échec CESU, effectivement, ça peut être une alternative quand on commence. Ensuite, le salariat, ce n'est pas forcément intéressant parce que tu as un seul logement et que quand tu as un seul logement, tu n'as pas assez de travail à donner à la femme de ménage, plus tu payes des charges sociales au début, tu n'as pas beaucoup d'argent, on va chercher à faire des économies. Au départ, je te recommande de te lancer avec une femme de ménage qui est en micro-entreprise. Tout simplement. Tout simplement. Une femme de ménage qui est en micro, tu viens, elle sait faire son travail, elle fait son travail, elle t'envoie la facture à la fin du mois, tu la payes, virement. Tu as la facture, c'est une charge. Très simple, d'accord? La femme de ménage, tu peux négocier avec elle un tarif, parce que si par exemple elle te dit un prix, certes c'est le prix pour un ménage, mais si toi tu lui dis, écoute, moi je vais te donner tant de ménages par mois à faire, moi je voudrais qu'on descende le prix à tant, ou alors on se fixe un montant par mois, ou tous les mois, et puis toi tu me fais les ménages à volonté. Bref, dans tous les cas de figure, la femme de ménage, c'est pas vraiment ce qui est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est juste de trouver une femme de ménage fiable, tu vois, qui va pas te mettre de faux plans. Je te conseille d'en avoir deux en plus de ça, parce que s'il y en a une qui tombe malade ou quoi que ce soit, que tu puisses la remplacer. Et c'est aussi pour ça que j'ai dit qu'il fallait que tu sois dans un secteur d'environ 1 heure autour de chez toi. C'est au cas où, s'il y a vraiment un gros problème, au cas où que tu puisses trouver une solution rapidement par rapport à la femme de ménage. Et ensuite, ce qui est un peu plus dur à gérer que la femme de ménage, c'est la gestion du linge. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit, on va aller chercher à mettre dans l'appartement une machine à laver et un sèche-linge. Comme ça, la femme de ménage, elle arrive, elle prend le linge tous les 2, 3 appartements, enfin toutes les 2, 3 réservations. La femme de ménage, elle prend le linge, elle fait un cycle rapide dans la machine à laver, ensuite au sèche-linge, ensuite elle plie le linge, elle le range et c'est réglé. Ça, c'est la meilleure des choses. S'il y a une cave, eh ben, tu fais tout ça dans la cave. S'il n'y a pas de cave, eh ben, tu dis, il y a la solution de la laverie automatique. Donc la femme de ménage, tu lui dis d'aller 1 fois par semaine à la laverie automatique et tu payes tout ça, mais ça coûte un peu plus cher. Ou alors tu dis à la femme de ménage de s'occuper du linge elle-même. Ou alors tu prends une femme de ménage, ou alors tu prends quelqu'un qui ne fait que ça, tu vois, la gestion du linge. Mais je te déconseille le pressing, d'accord? Parce que le pressing, c'est trop cher pour ce que c'est en termes de rentabilité, tu vois. Tu vas perdre en rentabilité. Alors certes, c'est facile, hein, tu viens, tu ramènes le linge, il te le plie, il te le repasse, il te le lave tout, tac, il te le ressort nickel, mais ça coûte trop cher un pressing. Le moment que tu attendais maintenant, c'est l'algorithme Airbnb. Je vais pouvoir t'expliquer certaines choses
que tu ne retrouveras nulle part sur Internet, que tu ne retrouveras nulle part sur YouTube, ni chez aucun mec qui parle de sous-location ou d'Airbnb. Je vais te donner des informations que beaucoup de personnes veulent avoir. Et tu vas les avoir dans cette formation gratuite, donc déjà, c'est très bien que tu sois arrivé jusqu'ici, parce que tu vas pouvoir bénéficier de ces informations. Sache que ce que je vais te dire, il y a certaines choses qui, pour toi, te paraissent nulles, banales, bidons, mais pour l'algorithme Airbnb, qui sont extrêmement importantes. Donc, retiens bien tout ce que je dis, c'est extrêmement, extrêmement important. 1. Tous les messages doivent être répondus en moins d'1 heure. C'est obligatoire. Si tu fais plus d'1 heure dans les messages, l'algorithme Airbnb, il le voit et il te considère comme quelqu'un qui n'est pas actif. 2. Toutes tes photos, elles doivent être de qualité. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas que tu fasses des screens, etc., etc. Il faut que ce soit pris par un photographe parce que Airbnb, l'algorithme Airbnb, va calculer les pixels qu'il y a dans tes photos et c'est pour ça que je t'ai dit qu'il fallait les télécharger et ensuite les téléverser sur Airbnb. Avec un PC, ça va te permettre de garder toute la qualité de les photos. Avec un téléphone portable, c'est pas possible, tu vas perdre en qualité et l'algorithme Airbnb va le voir et va catégoriser ton annonce comme étant une annonce bas de gamme ou de mauvaise qualité. 3. Le nombre de photos. C'est extrêmement important, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est 20-25 photos minimum. Ensuite, en fonction de la capacité d'accueil, donc si tu es à 5, 6, 7, 8, ça va augmenter ce chiffre-là. Mais dans tous les cas de figure, c'est 20-25 photos, c'est le minimum. Même si tu as un studio avec 2 personnes, il faut qu'il y ait minimum 20 photos. 20, et encore maintenant, c'est passé à 25, mais 20-25 photos, c'est le minimum. Ensuite, quatrièmement, il faut que tu saches que l'algorithme Airbnb calcule ton annonce et va la comparer avec les autres annonces dans le secteur avoisinant. Ça veut dire que l'algorithme Airbnb va regarder ton prix et le comparer aux autres. Il va regarder tes photos, comment ton annonce elle est remplie, le contenu de ton annonce. C'est pour ça que je t'ai dit que moi, je mettais 4 heures à créer une annonce et pas 30 minutes. Donc, il va regarder est-ce que ton annonce, elle est vraiment structurée, elle est vraiment bien remplie et bien complète. Il va regarder aussi ton profil Airbnb, le comparer à tous les autres alentours pour pouvoir définir quelle est la meilleure annonce du secteur pour la mettre en top référencement. 5, très très important. Il y a sur Airbnb une note, tu vois, on a parlé des commentaires 5 étoiles. Pourquoi est-ce que les commentaires 5 étoiles sont extrêmement importants? Parce qu'ils vont te permettre d'avoir 2 notes. La note de l'annonce et la note du profil Airbnb. Ta note du profil Airbnb ne doit jamais être en dessous de 4,8. D'accord? Au-dessus de 4,8, tu vas pouvoir bénéficier, avec d'autres critères, du profil super haute. Le profil super haute va te mettre en top référencement automatiquement. Mais il n'y a pas que ça. Le 4,8, il s'associe avec le 4,9 et 4,9, c'est la note minimum que tu dois avoir sur ton annonce. Donc, si toutes tes annonces, elles sont à 4,9 et que toi, par conséquent, tu es aussi à 4,9 en tant que profil haute, tu es excellent. 4,9 sur l'annonce, ça va te donner le badge coup de cœur voyageur. Ce badge-là va mettre ton annonce en top référencement. Mais imaginons que tu as une annonce qui est à 4,9, une annonce qui est à 4,7, ton profil il est à 4,8, c'est bien, mais ton annonce à 4,7, elle est mauvaise. D'accord? Même si pour toi c'est bien 4,7, elle est mauvaise. Parce qu'elle n'a pas le coup de cœur, le badge coup de cœur voyageur. Ce badge coup de cœur voyageur, il ne va pas la mettre au top référencement. Malgré tout, tu es quand même super haute. Tu as une autre annonce qui est à 4,9, donc ça reste quand même correct. Mais n'oublie jamais, 4,8, c'est ta note minimum pour ton profil d'hôte et 4,9, c'est ta note minimum pour avoir le badge coup de cœur voyageur. Dixièmement, je t'ai dit qu'il fallait répondre à tous les messages en moins d'1 heure. Mais il faut également répondre à tous les messages. Tu ne dois jamais laisser en vue ou en remis qui que ce soit. N'oublie jamais de toujours faire des promotions, réductions, etc. de 20% minimum, minimum, minimum. Le fait d'être à 20% minimum, quand tu fais une promotion, une réduction ou un ensemble de règles, et n'oublie pas que le plus important, c'est les ensembles de règles, mais quand tu fais une promotion, une réduction ou un ensemble de règles à 20% et plus, l'algorithme Airbnb va mettre pendant la période de la réduction ou de l'ensemble de règles, va mettre pendant cette période ton appartement en top référencement. 20%, c'est ce que l'algorithme Airbnb a calculé comme étant une bonne promotion ou une bonne réduction. En dessous de ça, tu perds certains critères dans l'algorithme Airbnb qui font que tu vas pas forcément monter aussi haut que si tu étais à plus de 20%. Ensuite, je ne sais plus, j'en suis à combien dans mes chiffres, mais il y a sur chacune de tes annonces, en haut à droite, un petit cœur. Ce petit cœur représente les favoris, ou alors ce qu'on appelle sur Airbnb la wishlist. La wishlist, en fait, c'est très très simple. Il suffit juste que tu ailles demander à tous tes proches, tout ton entourage, de mettre ton annonce dans leur wishlist.
Ils vont sur ton annonce, tu leur envoies le lien de ton annonce, ils vont dessus, ils appuient sur le cœur, point, c'est facile, c'est très facile à faire. Et le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui mettent ton annonce en favori, ça va faire remonter ton annonce dès le démarrage. En fait, tu vas commencer tout de suite en étant dans les meilleurs. Tu comprends? Très important. Tu as un entourage, on a tous un petit entourage, tu vois, même s'il est petit, et bah, tu demandes à tout ton entourage de mettre ton annonce en wishlist et là, ça va booster ton annonce pendant le premier mois. Ensuite, autre chose qui est extrêmement important pour l'algorithme Airbnb, tes 3 premiers commentaires doivent obligatoirement être des commentaires 5 étoiles. Tu te débrouilles comme tu veux. Certaines personnes vont faire en sorte que les 3 premières réservations soient des réservations qui sont faites par leurs proches. Donc, ils vont demander à leurs parents, à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs amis, tiens, voilà, réserve mon appartement, je te rends l'argent en espèces ou alors bah, aide-moi, tu vois, et mets-moi un commentaire 5 étoiles bien structuré. Tu fais comme tu veux, mais tes 3 premiers commentaires, ça doit être tes commentaires 5 étoiles obligatoirement. Obligatoirement, obligatoirement, obligatoirement. Le fait d'avoir tes 3 premiers commentaires comme étant des commentaires 5 étoiles bien structurés, ça va booster ton annonce pendant 30 jours. Dès le démarrage, ton annonce, elle sera boostée dans le référencement. Bien évidemment, tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais tes photos doivent obligatoirement être prises de jour. Donc, si c'est l'hiver, bah, tu fais en sorte que ce soit pris pendant la journée. S'il y a du soleil, c'est encore mieux. Tes photos, maximum de luminosité et un maximum d'animation. Tu vois, le jus de fruits posé sur la table avec le verre, le thé dans le mug avec de l'eau et la fumée qui monte, une photo sur une photo sur les tasses avec le café qui coule, la table du salon qui est bien mise avec le verre, les couverts, les assiettes, etc. etc. Tu as compris ce que je veux dire, mais en gros, il faut qu'il y ait un maximum d'animation et que la personne puisse se visualiser dans l'appartement et se projeter. Tu comprends? Ensuite, il y a un autre point qui est très important et que les gens ne le savent absolument pas. Il faut que ton calendrier soit ouvert sur les 24 mois à l'avance. Donc, il y a certaines personnes qui vont te dire non, parce que tu vas avoir des personnes qui vont faire des réservations juste pour une demande de visa. Oui, effectivement, c'est vrai, mais c'est très important d'ouvrir ton calendrier 24 mois à l'avance. En fait, ouvrir ton calendrier 24 mois à l'avance, et bah, surtout dans des zones comme par exemple la frontière suisse où il y a toutes les stations de ski, etc., et bah, ça va te permettre d'avoir des grosses réservations longtemps à l'avance. Et ton calendrier va pouvoir se remplir beaucoup plus facilement comme ça. Tu comprends? Donc, le principal, c'est d'avoir le maximum de réservations possible. Ouvre ton calendrier 24 mois à l'avance et comme ça, tu auras des grosses réservations éventuellement. Et en plus de ça, les réservations qui sont faites longtemps à l'avance, généralement, le prix à la nuitée est beaucoup plus cher. Donc, ton calendrier doit être ouvert 24 mois à l'avance, donc 2 ans. Ensuite, autre conseil que je peux donner par rapport à l'algorithme Airbnb. Tu vas calculer tes frais de ménage en fonction de ce que te coûte ta femme de ménage. Ok, on va partir du principe où elle est à 15 euros. Ta femme de ménage, toi, tu la payes 15 euros par ménage. Ok. Sur Airbnb, tu vas mettre tes frais de ménage à 15 euros ou 20 euros. On est d'accord. Tu vas faire quelque chose dans ces eaux-là. Juste en dessous de frais de ménage, tu vas voir, il y a une petite touche qui s'appelle frais de ménage pour séjour de courte durée. Tout le monde se dit, oui, mais ça, on s'en fiche. Non, c'est très important. Quand tu vas cliquer sur frais de ménage pour séjour de courte durée, l'algorithme Airbnb va mettre une ligne verte pour la personne. Donc déjà, l'algorithme Airbnb va référencer ton logement dans les top référencements pour toutes les personnes qui vont faire une demande de séjour de courte durée. Et en plus de ça, quand ils vont cliquer sur ton annonce, ils vont voir une ligne verte apparaître en plus avec écrit « Vous bénéficiez des frais de ménage réduits pour votre séjour de courte durée ». Ça va faire une petite ligne en vert en plus par rapport à l'autre ligne verte que je t'ai expliqué tout à l'heure. C'est très important, et même si tu ne mets que de 2 euros, c'est rien, tu vois. Par exemple, tes frais de ménage, ils sont à 20 euros. Frais de ménage pour courte durée, tu les mets à 18. Tu t'en fous de 2 euros. Mais ça te fait un petit tips marketing en plus pour tes voyageurs. Lié à cette information-là, tu comprends que l'algorithme Airbnb veut qu'il y ait le moins de frais possible. Donc là, récemment, il y a eu des nouvelles mises à jour de l'algorithme Airbnb qui ont mis plein de catégories comme frais de ceci, frais de cela, frais de ceci. Il faut que tu mettes le moins de frais possible. D'accord? Il y a même certaines personnes qui mettent aucun frais de ménage et qui incluent les frais de ménage dans le prix de leur nuitée. Et parfois, pour l'algorithme Airbnb, ça c'est mieux, parce qu'il y a des personnes qui ont abusé, d'accord? Il y a des personnes qui ont mis leur prix à la nuitée très bas et qui mettaient des frais de ménage extrêmement élevés. L'algorithme Airbnb l'a détecté et du coup, ils ont modifié l'algorithme Airbnb pour faire en sorte que toutes les personnes qui font ça, elles soient mal référencées. Airbnb veut que les hôtes soient transparents avec les voyageurs et pour ça, il faut que tu mettes les frais réels en réalité. Ta femme de ménage, elle te coûte 15 euros, mets des frais de ménage à 15 euros, augmente ton prix de base, tu vois, de ta nuitée, mets 5 euros de plus si tu veux pour monter à 20 euros au total. Mais en tout cas, si tu as bien compris ce que j'essaie de t'expliquer, l'objectif c'est qu'il y ait ton prix et qu'en dessous de ton prix, il y ait le moins de frais possible, tout simplement.
C'est très important. Bon, je pourrais continuer à te donner des astuces comme ça par rapport à l'algorithme Airbnb sans m'arrêter, mais je vais t'en donner une petite dernière qui est très importante. Sur Airbnb, tu as la possibilité de mettre la vitesse du Wi-Fi. C'est très très important. Tu sais pourquoi? Parce que tu as des voyageurs professionnels qui ont besoin d'un Wi-Fi performant. Donc déjà, il te faut un Wi-Fi performant. Et en plus de ça, il faut que tu l'indiques, la vitesse du Wi-Fi. Parce que tous les voyageurs professionnels, quand il y a écrit la vitesse du Wi-Fi, ça les incite à réserver ton logement. En plus de ça, même les voyageurs touristiques, ça les intéresse de savoir est-ce que tu as un Wi-Fi qui est puissant ou est-ce que tu as un Wi-Fi normal. Donc, c'est un plus pour les voyageurs touristiques et pour les voyageurs professionnels, c'est très important. Je t'ai donné un maximum d'informations sur l'algorithme Airbnb. Je t'ai donné un maximum d'informations sur la sous-location. Maintenant, tu n'as aucune excuse. Si tu es vraiment intéressé par la sous-location et si tu es encore là après plus d'une heure de vidéo, c'est que tu es vraiment intéressé par la sous-location. Cette formation, elle te permet de te lancer tout de suite dans la sous-location. Mais si en plus de ça, toi, tu as envie d'aller encore plus loin, tu as envie de faire encore plus d'argent ou tu as besoin d'un accompagnement encore plus important, je vais mettre un lien dans la description de la vidéo pour toutes les personnes qui veulent plus. Tu vois, qui veulent gagner encore plus d'argent, qui veulent un accompagnement plus poussé ou qui veulent une formation plus poussée. Vous cliquez dans le lien de la description, vous m'envoyez go sur Instagram pour ceux qui veulent plus encore. Mais une chose qui est sûre, c'est que tu n'as plus d'excuses. Parce que là, ça fait un moment que je suis en train de parler et tu es encore là. Donc si tu es encore là, c'est que tu es vraiment motivé. Parce que pour rester jusqu'ici, c'est que tu es vraiment motivé. Et au moins, ça montre à quel point tu es déterminé et que tu es vraiment intéressé par ce business. C'est très bien. Maintenant, ne procrastine pas. Ne reste pas sur place à stagner en te disant « j'ai le temps ». Le temps est la seule valeur au monde qui est limitée. Donc, chaque journée qui passe sans que tu te lances, c'est une journée perdue. Bref, l'objectif, c'est que tu puisses performer et réussir dans ce business. Donc, je te mets le lien dans la description, clique dessus. Si tu ne veux pas cliquer sur ce lien, tu m'envoies go sur Instagram. Ça te permettra de réserver un appel gratuit avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe. On parlera de la sous-location. On verra ensemble un plan pour te lancer plus rapidement, gagner encore plus d'argent et pouvoir performer encore mieux dans ce business. Dans cette formation gratuite, il y a du contenu que tu ne vas retrouver nulle part. Il y a une valeur énorme. Mets un pouce, abonne-toi, fais quelque chose. Je te dis à très bientôt.